Et nous sommes dans le débrief de cet énorme match de merde qu'on vient de commenter. Ça va, on perd que de 14, Bastien, t'es dur, on s'est bien battu. 85 à si vous avez raté le 71. Si vous avez loupé ce match et que vous regardez le débrief sur YouTube, évidemment, bah vous le savez, hein, dans ce genre de situation, je sais que les gens aiment le sang. Bah installez-vous peinard, hein, servez-vous un gin tonic, posez-vous à l'ombre, parce qu'avec Alex on va débriefer une horreur à commenter, une horreur à vivre, une horreur avec des huées, une horreur qui n'a pas de nom, une horreur où on a demandé des termes et il y a eu absolument tout le lexique français qui est sorti. Alex, avant le match, ouais, on se disait tiens, il y a des jeux de calcul, on va voir, si on perd, ça joue le Canada, si on gagne, etc. Il n'y a même pas eu besoin de calcul. Il n'y a même pas eu besoin de quoi que ce soit. De quoi tu as envie de parler en premier en fait? Non, t'as raison, on peut parler de ça tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de calcul parce qu'en fait, il y avait sur le terrain une vraie équipe de basket, l'Allemagne, avec des joueurs qui connaissent leur rôle, des joueurs qui connaissent leurs qualités et leurs défauts et qui savent les utiliser soit individuellement, soit collectivement, soit les deux, afin de faire ce qui est demandé à une équipe de basket, c'est-à-dire défendre de manière organisée et ensuite mettre le ballon dans le panier. Ça, c'est l'Allemagne. En face, il y avait une équipe de France qui, comme elle l'est depuis les matchs de préparation et même face au Brésil ou face au Japon, qui là on voit bien était très très faible, n'est pas capable, alors évidemment, d'attaquer. C'est une catastrophe en attaque. Pas de fond de jeu, pas de playbook. On utilise quasiment le pas de pick and roll. J'ai vu ça dans le chat et tout. Je suis d'accord. Le problème, je pose la oui, mais regarde, je pose la question au chat. Le pick and roll, pour faire des pick and roll, faut avoir des créateurs balle en main, un porteur de balle qui sont capables de porter la balle autour d'un écran et bien ensuite sûr, soit de shooter, soit de la lâcher, soit tu vois. Qui sait faire ça dans cette équipe de France? Non, trop compliqué. Trop compliqué. Nando savait le faire, mais non. Evan, bof, mais pourquoi pas une fois de temps en temps, mais c'est tout. Évidemment, pour autant, quand on avait abordé le match, on était en train de se faire un live avec la FF Loose, on était content, on se disait allez là, on vient de voir Teddy Riner, on vient de voir Léon Marchand, allons enfants de la patrie, Pierre Mauroy rempli à bloc. Teddy Riner et Léon Marchand, ils vont pas venir faire du basket eux? Je sais pas, mais en tout cas ils auront plus de motivation. Tu sais que moi je prends Léon Marchand, moi. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que Alex, quand on a commencé le match, ouais, on était en ébullition parce qu'il y avait un bon début de match français avec une super première séquence, avec du bon mouvement de balle, avec un Rudy Gobert qui arrivait à imposer un petit peu sa taille, avec des contres, avec du dunk, avec du rebond. On avait 2-3 choses, du mouvement de balle avec Nicolas Batum, une entame française qui était digne d'une équipe qui, consciente qu'elle n'avait pas fait 2 extraordinaires premiers matchs en sortie d'une prépa plutôt désastreuse, allait quand même devoir se reprendre, comme ils nous l'ont dit d'ailleurs. Les joueurs étaient les premiers à dire on sera prêt pour les rencontres. Face au Brésil. Bon, face au Japon, et là contre l'Allemagne, pas du tout. Cette affaire, à la fin du premier quart-temps, on s'est retrouvé donc à 24-18, hein, puisque le score final c'est 85-71, mais spoiler pour ceux qui ont pioncé. Non, ça c'est flatteur pour la France. Exactement. Et Alex, il faut qu'on parle tout de suite de, à la limite le premier quart, tu le finis mal. Sur une thématique sur laquelle j'ai envie de te lancer. Pas si mal démarré. Oui, mais moi je veux te lancer sur une thématique. C'est que le premier quart, il y a un moment où tous les deux on le dit et il y a 18 partout. Ouais, 16-16, ouais. Ou 16-16. Et là on commence tout de suite à rentrer dans un sujet qui m'a rendu dingue. C'est que le 5 majeur a été pris et on a fait 5 gars sur le banc et 5 gars du banc sur le terrain. Et l'Allemagne a terminé le quart-temps avec un de momentum sur lequel ils vont nous mettre une correction sur le deuxième quart qui est insupportable. Il est clair que les joueurs, en termes de body language, en termes d'application offensive ou défensive, en termes d'aide et tout, il y a énormément de choses qu'on peut reprocher à ces joueurs. On peut aussi reprocher que ce ne soit pas, à mon sens, forcément le bon équilibre de 12. Il y a des joueurs qui font doublon alors que limite aucun des deux ne devrait être là. Les mecs font quand même doublon sur le même poste. Enfin, c'est n'importe quoi et tout. Et ensuite, en termes d'expérience, des mecs comme Gobert, Fournier qui ont beaucoup d'expérience, qui là ne savent pas s'en servir. Mais tu as raison. Le problème numéro 1 vient du coaching staff qui n'a pas de plan de jeu, qui a sélectionné 12 joueurs qui ne sont pas bien complémentaires, qui ne sont pas les 12 meilleurs joueurs de basket français. Je suis désolé. Ensuite, à la limite on pourrait dire soit ok, t'as une idée, t'as une vision, t'es toi le sélectionneur, c'est toi le coaching staff, vas-y, montre-nous. Mais en fait il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de plan de jeu, ça utilise mal les joueurs, on est en mode colonie de vacances, tout le monde joue. Tout le monde joue. Tout le monde joue. Exactement. Depuis quand tout le monde joue au basket? Tout à fait. Non mais sérieux, bien sûr, exactement. tout le monde ne joue pas. Et c'est important en effet que tu dis ça. C'est un sport professionnel. C'est qu'on s'est retrouvé à la quasi, j'ai pas la minute exacte, mais je crois que soit à la fin du premier quart ou plutôt je dirais au début du second quart, au moment où un de nos deux colos rentre, tout
les garçons ont joué. Ça veut donc dire que non seulement tu fais rentrer tout le monde parce que tiens vas-y et puis je sais pas quoi faire, je tâtonne, je patine et donc en fait la balle a un tel, mais le sentiment que dégagent tous ces joueurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Personne ne sait ce qu'il doit vraiment faire. On a eu des exploits de Mathieu Strazel, on a eu des improvisations ce soir de Isaiah Cordigné. C'est le seul qui est sorti un petit peu de sa boîte et qui a essayé des choses. Parce que quand tout va mal et que personne ne sait ce qu'il doit faire, il faut des improvisations. Et en fait, moi je n'en pouvais plus et je n'en peux plus de voir ce second quart-temps, parce que ce qu'on a vu dans le second quart-temps, c'est des joueurs qui se font malmener par une équipe d'Allemagne, il faut le souligner, qui a quand même été hyper sérieuse, équipe d'Allemagne qui avait remporté ses 2 premiers matchs et qui venait à Pierre-Mauroy pour climatiser. Putain Alex, le second quart c'est une clim, 24-9 pour l'Allemagne, avec un Franz Wagner et un Dennis Schröder qui ont été énormes. Il faut aussi de rendre les fleurs à l'Allemagne. Bien sûr, mais déjà contre le Japon on avait foiré notre deuxième quart pour les mêmes raisons. Ouais. On fait trop bouger les rotations, il n'y a pas de continuité dans ce qui marche dans le premier quart et ce qui va dans le deuxième quart. T'as l'impression que c'est tout quai, c'est-à-dire que le joueur truc il devait rentrer à telle minute, il rentre quoi qu'il arrive dans le match. Qu'est-ce que c'est que ce coaching de merde? Franchement, il y en a marre à la fin. Moi je vais le dire, Vincent Collet ne peut plus rester à la tête de cette équipe. On va et c'est pas, on critique pas le passé. Exactement, je m'en fous du passé. Bien sûr. Il y a un respect immense. Le palmarès est incroyable et tout. C'est pas le sujet. Là, on va dans le mur. Dans ce match-là, on a pris le mur, mais en fait, on est déjà qualifié. Donc à la limite, c'est pas si grave. Mais en quart de finale, quart de finale, si on joue comme ça, on va se faire défoncer. Bien sûr. Donc c'est quoi l'idée? On va arriver à Bercy en quart de finale des Jeux Olympiques à Paris pour se faire défoncer. Parce que tout à fait, parce que c'est important de remettre les horloges à l'heure, hein, juste qu'on soit d'accord. À aucun moment, et je pense qu'on est aligné là-dessus avec tous les gens qui aiment l'équipe de France et la soutiennent, mais la regarde là, à aucun moment il y a un scénario avec ce qu'on a vu en 3 matchs plus 4 de préparation, là les 4 derniers sur les défaites. À aucun moment on peut voir cette équipe créer un exploit, puisqu'il n'y a eu aucun jeu concret proposé plusieurs minutes de suite dans un éventuel quart de finale, demi-finale ou finale. Ce scénario n'existe pas. Ce scénario n'existe pas d'une équipe de France qui pourrait faire un truc extraordinaire. Ou alors ce serait une improvisation out of nowhere ou un plan où en fait on a hyper mal joué depuis je ne sais combien de semaines et soudainement on va faire un jeu collectif où les joueurs là en l'espace de 48 heures savent qui fait quoi, qui va où, à qui doit jouer. C'est insupportable à regarder. Et juste pour finir, en termes d'effort, parce qu'il y a évidemment des joueurs à qui parfois on a la critique facile et on essaie de dire. Donc je vois qu'il y en a plein aussi qui ont dit ça a été compliqué pour Gobert, ou MB aussi a été évidemment décevant à bien des égards. Bah grave. Mais il y a un moment où c'est difficile de faire la poule ou l'œuf, mais c'est tellement horrible de savoir que tu as un aussi gros vivier de talent. C'est horrible de savoir que tu as autant de possibilités, de voir le mur arriver à 8 km et gentiment, main dans la main, de rentrer dedans. On le voit ce putain de mur et on rentre dedans et ça me casse les couilles. Parce que nous par contre on a envie de les commenter avec la ferveur que tu as depuis des années, avec l'envie qu'on a, avec tous les gens qui viennent là et qui regardent ces matchs et qui se disent allez la France voilà, on a ceux qui viennent pour le sang, là on a les vampires. Non, mais bien sûr, mais Alex, tu l'as dit pendant le live, à Pierre-Mauroy à un moment. Bien sûr, ça a hurlé de ouf parce qu'il soutenait dès qu'il y avait un run. On a un public de fous furieux. Même les LeBron James, il te dit putain, j'ai jamais joué dans une ambiance pareille. Bien sûr. Et là, c'est quoi qu'on a comme équipe de France? Non, mais sans déconner, c'est pas sérieux. Et tu vois, la meilleure preuve de tout ça, c'est que pendant la préparation, on a eu 1 ou 2 matchs, on a bien défendu et tout. Et direct, Vincent Collet, il est arrivé dans les médias, il a dit ouais, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure défense du tournoi. Ah, mon gars. T'es sérieux? Bah, coach-la mieux que ça, la meilleure défense du tournoi. Alors après, là, on peut discuter des joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont pas faits. Parfois, le coach ne peut pas tout faire. Mais ils savent même pas où se mettre. Comment? Ils savent même pas où se mettre. Non, mais en défense, il y a des joueurs, genre, il y a des grosses erreurs défensives de mecs comme Batum ou Gobert. Ça va, si Batum ou Gobert, encore à l'âge qu'ils ont, ils ont besoin que le coach leur dise où se mettre en défense. Non, mais au-delà de où se mettre. Moment... bien sûr, mais au-delà de où se mettre, c'est que, évidemment, tu as raison de le souligner, mais ces joueurs-là, c'est que normalement, ce sont des joueurs qui savent qu'ils peuvent faire confiance à qui est derrière toi. Batum s'il prend un risque défensif, c'est parce qu'il sait en qui il peut avoir confiance, mais ils ne peuvent pas avoir confiance puisqu'ils savent pas qui va être derrière. Premièrement, et moi là où j'aimerais bien comprendre, et peut-être qu'on aura l'occasion de poser la question à tout membre de l'équipe de France, et le bienvenu pour répondre à des questions chez nous, est-ce que le fait que, par exemple, Evan Fournier sorte dans le premier quart et ne revienne pas avant la fin du deuxième, est-ce que c'est une décision qui est conjointe entre le coaching staff et le joueur? Est-ce que le fait que Rudy Gobert
reçoivent beaucoup trop de ballons loin du panier en attaque alors qu'on sait que c'est pas son jeu. Est-ce que c'est le coaching staff qui décide ce genre de système dégueulasse ou est-ce que c'est Rudy Gobert qui fait la diva et qui veut absolument la balle? J'aimerais bien savoir parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, tout à fait. Et d'ailleurs, pour parler notamment de Rudy, il y a un élément central dont on a discuté où c'était une interrogation. Peut-être que le temps que la vidéo elle sorte, il y aura des éléments qui vont sortir. Excusez-nous puisqu'on est à chaud. Mais évidemment, Alex, sortie de mi-temps, on a vu un 5 où il n'y avait ni Rudy Gobert ni Nicolas Batum. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce que ça a dit. Là, au retour, mais au retour. Allez, c'est passé un truc dans le vestiaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu potentiellement quelque chose parce que on a vécu la mi-temps. Tu nous as régalé avec Weber Castor. On s'est dit, allez, repartons de bonnes intentions. On a tout essayé. Hein. On a tiré toutes les cartes. On a tiré toutes les cartes. On a vu le 5, on a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a eu on a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose parce que si tu repars avec un 5 sans Batum ni Gobert qui sont nos deux joueurs les plus expérimentés de ce groupe, hein, on est d'accord. Enfin, il y a Nando De Colo, mais honnêtement, pour moi, on est un roster à 11. Donc, on a bien compris qu'ils essayent et qu'ils aimeraient bien et tout, les bonnes volontés. Mais il y a un moment donné où les bonnes volontés, c'est sympa. Mais il faut passer un cap. Là, cette équipe de France perd des caps en ce moment. Elle régresse là. Depuis l'Euro, où on s'en est très très bien sorti. On est sorti par on est passé par des miracles face aux Turcs et aux Italiens. Et là on a eu un miracle de Mathieu Strazel parce qu'attention, on aurait pu se faire quand même taper les doigts par le Japon sans Rui Hachimura. La dernière bonne compétition de l'équipe de France remonte à 3 ans à Tokyo où on avait une vraie défense, un Evan Fournier solide sur ses appuis qui nous a fait un grand JO, un Nico Batum et un Gobert en patron, des joueurs qui savent leur rôle, des joueurs qui connaissaient leur rôle. Timothée Luau-Cabarro, ça fait une éternité là. On aimait bien aussi quand il pouvait avoir ce genre de le 12 était beaucoup plus cohérent. Je vous conseille d'aller revoir et tout. Le 12 était beaucoup plus cohérent. Là, ce 12 n'a pas de cohérence. T'en souviens de Thomas Hurtel ou pas? Mais bien sûr, on n'a pas d'attaque. Mais tu vois, Thomas Hurtel, ok, c'est compliqué, machin. Prends Eli Okobo. Ah, tu vas me dire, Eli Okobo, il a refusé de jouer en rentrant dans la dernière Coupe du Monde. Ok, j'entends, peut-être. Tiens, après, prends Nadir Rifi. Prends-moi un joueur dans le backcourt qui est capable, quand il rentre, indépendamment du contexte du match ou de tout système, de créer des trucs pour lui ou pour les autres. Tu vois, prends-moi un joueur comme ça. Ensuite, pourquoi prendre Mathias Le Sort si c'est pour le mettre dans des conditions aussi compliquées à chaque fois qu'il rentre? Alors Mathias Le Sort, il est pas exempt de tout reproche, mais quand il rentre toujours dans des situations où c'est déjà très compliqué, tu vois. Donc voilà, ça va pas du tout. Il y a trop d'erreurs, trop d'erreurs. Dans le chat, on me dit notamment qu'il y a eu de la réaction apparemment à chaud Batum sur MC qui dit qu'il s'est énervé à la mi-temps. Alors bon, il s'est énervé, ça veut dire quoi? Parce ça veut rien dire. C'est bien, mais bon derrière ça veut dire quoi? Sur il s'est retrouvé sur le banc. Quoi? On a vu des temps morts où en fait littéralement nous on était en train de commenter, on se disait limite Vincent recule parce que c'était Andrew Albici qui menait la charge dans le temps mort pour essayer de dire aux gars ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression que là on en vient à quelque chose de naturel et d'évident, c'est qu'un coach qui, comme tu l'as bien dit, historiquement restera un des plus grands coachs de l'histoire de l'équipe de France en termes de palmarès, se pointe là et il y a des moments où les voix ne sont plus entendues, où la tonalité n'est plus écoutée. Ah non, mais là, Vincent, là j'ai l'impression que ça se voit. Il n'y a pas, tu vois le groupe allemand par exemple qui a joué ce soir, genre tu sens que les joueurs ne vont pas se défoncer pour leur sélectionneur. Moi je l'ai vu à Londres face à Team USA et on l'a vu ce soir parce que lorsqu'il y a un comeback français, qui c'est qui prend temps mort et qui dit les gars vous arrêtez vos conneries? C'est le coach allemand. Oui, bien sûr. Mais on rêve de ça. Et les joueurs comprennent tout de suite le message de leur coach, ils se mettent au diapason et ils nous remettent un petit run et le match est définitivement fini. J'en peux plus. Non mais bien sûr, là moi je pense que on va être là le 6 août, on verra l'horaire, il va y avoir un quart de finale, nous on va être là. On va soutenir l'équipe de France parce que quoi qu'il arrive, on est toujours depuis plus de 10 ans, on est là, on est derrière les Bleus. Quoi qu'il arrive, toujours. On en a vécu des belles galères, bien attention, salut Rio et bien tout sûr. Ça. Mais s'il se passe ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire qu'on va se faire bâcher par qui on peut vraiment battre, on verra quelle sera notre adversaire, mais qui on peut vraiment espérer battre, à mon avis, pas grand monde parmi les quarts de finalistes, honnêtement. Et donc s'il se passe ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire qu'on va prendre une bâche, il faut absolument un restart global de cette équipe de France masculine.
Mais bien sûr. Il faut que ça dégage le coaching staff et il faut qu'il y ait des joueurs qui prennent leur retraite internationale et que ça renouvelle fort. Mais tout à fait. Et que d'ailleurs, il y en a marre. Il faudra voir aussi à quel point ça s'entretient aussi au-dessus, parce qu'on parle de coaching staff et tout évidemment, mais quand tu es toujours dans les mêmes décisionnaires et donc les mêmes personnes qui font les mêmes sélections, il y a un moment où les gars, faut s'updater quoi. Ça n'existe pas dans le sport de très haut niveau de prendre juste une recette qui a marché à telle année et de la dupliquer. Rien du tout. Ça n'existe pas. C'est quoi? C'est aujourd'hui on va lancer une page Facebook, c'est ça? T'es obligé de t'ajuster. On est en 2024. Tu es obligé de comprendre ce qui se passe. Que tu ne peux pas forcément avoir, comme on en a fantasmé, des Twin Towers. Et en fait, j'ai vu Alex des séquences face à l'Allemagne où Victor Wembanyama et Rudy Gobert se rentrent dedans en attaque. Oui. Ils se rentrent dedans. Mais je veux dire, c'est quand même. Je te parle même pas d'un système mal exagéré, mal exécuté. Ce sont des joueurs qui littéralement se rentrent dedans, deux corps qui font comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ne savent même pas où se placer. Et donc s'ils ne savent pas où se placer, on peut dire en effet que parfois c'est les joueurs, mais il faut aussi dire que en effet, le coaching staff n'a pas dit à ses joueurs ce qu'ils doivent faire. C'est sûr. Et j'en ai ras le cul, il y a plusieurs exemples flagrants. La défense avec Wemby, là tu parlais de l'attaque, mais la défense avec Wemby et Gobert aussi ne marche pas assez bien, alors qu'on a, on a un quadruple défenseur de l'année en NBA et un jeune joueur dont tout le monde a déjà peur, alors qu'il a joué qu'une saison. C'est pas possible. Normalement, rien qu'avec ces deux-là, plus l'expérience de Nico Batum, tu dois pouvoir organiser une défense qui tient la route. Ce n'est pas le cas. Ensuite, en attaque, Wemby, toujours trop loin du panier. Rudy Gobert, il gêne l'attaque des Bleus. Il la gêne. Le seul joueur qu'on a d'un minimum vite fait créatif, c'est Evan Fournier. Il n'a pas assez de minutes. Et d'ailleurs, on va me dire quoi? À 32 ans, Evan Fournier, il peut pas jouer 34 minutes par match? Bien sûr qu'il peut. Évidemment, après, en plus, malheureusement, il y a aussi un cours de circonstances, c'est que Evan, qui a essayé des bonnes choses, et on l'a mentionné notamment face au Japon pour son agressivité. Mais même là aussi. Dans ce match-là, il a moins de réussite, mais dès qu'il est là, moi je trouve ça mieux. Tout à fait. Mais c'est qu'il faut le dire aussi, c'est que Evan, par rapport à 2021, il sort pas dans la même phase. Je veux dire, on est sur plusieurs mois, là, 18 mois qui sont compliqués pour Evan Fournier. Attends, je dis pas que c'est un Michael Jordan. Attention, moi je dis par rapport aux autres joueurs. Par rapport aux autres joueurs, on est censé pouvoir lui donner plus de responsabilités. Je suis d'accord, et c'est ce qui s'est passé contre le Japon. Donc même le pourcentage, s'il n'était pas là, il y avait ensuite des rebonds offensifs et des actions qui ont été créées. Mais en plus de ça, tu l'as dit, au b.a.-ba du basket, le pick and roll et un meneur de balle qui est capable de poser justement le ballon au sol, prendre un écran et prendre une bonne décision. Evan Fournier, qui n'a quasiment pas joué depuis 18 mois en NBA, est la seule et l'unique bonne option qu'on a dans cette équipe de France sur l'extérieur. À la sélection. Tu vois, je suis pas en train de dire, je lis le chat, je suis pas en train de dire que Evan Fournier est un grand joueur créatif. C'est pas ce que je dis. À l'échelle du backcourt actuel de l'équipe de France, c'est notre meilleure option en création. Bien sûr. Et c'est un problème. Mais bien sûr. Mais partant de là, je ne comprends pas quand même pourquoi il est aussi peu utilisé vu que c'est notre meilleure option en création. C'est ça que je comprends pas. Voilà, parce que c'est le centre de loisirs, donc c'est la balle à machin, la balle à truc, la balle à autre, et puis on va essayer de s'en sortir. Et j'aimerais limite avoir la stat du nombre d'attaques qu'on pose et où en fait on finit dans les 10 dernières secondes de la possession. Mais combien de fois on finit à la toute fin de l'horloge? Trop de fois on monte la balle et on attend. Et on est là genre attends, comme si Francky Ntilikina allait faire la différence dans les 8 dernières secondes. Il faut essayer de trouver la balle à l'aile pour la donner à l'intérieur parce que c'est ce que le coach a dit et c'est ce qu'on avait répété à l'entraînement. Putain de merde. Vous croyez quoi, que l'Allemagne derrière ils se sont dit ah bah tiens c'est Franz Wagner et Dennis Schröder qui ont mis ça en place? Non, ils ont reconnu les failles et ils ont fait le travail. Et l'Allemagne nous a donné une leçon de basket. Et évidemment qu'on espère que le 6 août il va y avoir un miracle de l'humanité. Le 5 il va y avoir un tirage au sort, on va voir, mais apparemment ça pue le Canada si j'ai bien compris. En tous les cas, en termes d'adversaire. C'est Canada ou Serbie, si j'ai bien compris. Canada ou Serbie, mon gars. Bon, c'est bien, Canada ou Serbie. Ça sent la moutarde. Ah bah si on joue comme ça, ça c'est sûr que ça va être vite tranché. Donc j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, qui sont dans les commentaires, qui sont en live avec nous, moi je veux vos meilleures suggestions en fait. Faut qu'il y ait un moment, voilà, on l'a dit, on en parlait en live Alex, il y a un an on a vu la Coupe du Monde et on se disait tiens le mur arrive, on a conservé Vincent, on y est et on vit ce moment, j'en peux plus, j'en ai marre, tournons une page, j'ai l'impression de revivre Rio 2016 avec la page tournée Tony Parker, Flampetus, j'en ai ras le cul. Moi j'ai eu un faux espoir en début de match, puisque j'ai vu le 5 majeur Strazel, Fournier, Batum, Gobert, Wemby. Et j'ai dit tiens c'est cool parce que c'est le 5 que j'avais trouvé le meilleur et le plus efficace face au Japon. Et je me suis dit tiens le coaching staff ok ils ont réfléchi, ils ont pris du recul et ils nous sortent un 5 que je pense le plus efficace. Bah désolé mauvaise nouvelle. Pas revu. Ce 5 n'a pas été vraiment revu. Changement 5 remplaçants contre 5 titulaires. Énorme erreur.
Il faut faire des rotations moins binaires. Je pense qu'il n'y a que 9 joueurs, maximum 10, qui doivent jouer dans ces matchs-là. En quart de finale, plutôt 8-9 joueurs. Ne pas hésiter. Et tant pis, c'est quoi, les mecs vont bouder? Bah, qui boudent. Mais nous, on n'est pas là pour ça. C'est le maillot bleu là que tu défends. Moi, je pense que honnêtement, tu as totalement raison. Moi, je pense que honnêtement, là, Vincent, il y aurait eu 17 joueurs sur son banc. Il aurait fait jouer tout le monde, ouais. Il aurait fait jouer les 17, il aurait dit bah tiens Michel machin, c'est le mec, il est à la cuisine et puis il prend tous les ingrédients. Tiens, je vais mettre un peu de balsamique et puis un peu de coriandre, puis je vais rajouter du sel et puis on verra avec la moutarde. C'est trop chaud. Et franchement, encore une fois, on va être derrière l'équipe de France à chaque fois. On va être là le 6 août pour commenter. Mais bien sûr. Bien sûr. Putain, mais quelle frustration. On va surveiller le tirage au sort. Donc tirage au sort. Revenons aux choses positives. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Ah bah ça. Là, c'est de la balle. Nous sommes à Paris. Enfin, le tournoi de basket, pardon, va revenir à Paris. C'est lundi le 5 ? Ouais, c'est lundi. 5, mardi 6. Lundi 5, il va y avoir un tirage au sort, donc qui est déjà plus ou moins paramétré. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a des articles, s'ils sont pas déjà sortis, il y a des articles qui vont sortir sur trashtalk.co pour vous expliquer tout ça dans le moindre détail. On les relaiera évidemment. Mais en gros, il va y avoir un tirage au sort, il va y avoir 2 meilleurs premiers. Ça va certainement être des Américains, ils ont encore un match à jouer, mais Américains-Allemands. Hein. Un premier, le 3e premier, le Canada, qui va être dans un chapeau avec le meilleur 2e, ça pourrait être la Serbie en fonction de ce qu'ils font, la Serbie à leur 3e match. Ensuite il y aura donc les 2 moins bons 2e, donc la France et l'Australie, si j'ai bien suivi. Hein, et ensuite il y a les 2 meilleurs 3e, on verra qui c'est, peut-être le Brésil, peut-être le Sud-Soudan, peut-être la Grèce qui est 3e du groupe de l'Espagne. Je rappelle que l'Espagne est éliminée. Tout à fait. C'est toujours important de le rappeler. C'est toujours important. Donc il va y avoir un tirage au sort lundi et on connaîtra notre adversaire en quart de finale. Quart de finale qui aura lieu le mardi 6 août. Et ce qu'on fera, c'est qu'on attendra avec une très très grande impatience le mercredi 7 août pour le quart de finale des filles. Exactement. Et donc oui, s'il vous plaît, ce sont les Jeux Olympiques de basket, pas la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe de basket. Il y a des choses incroyables qui se passent. On vit des émotions de fou avec Léon Marchand, avec Teddy Riner, avec toutes les disciplines. On commande des dingueries. Là, on est en train de voir là, la France vient de sortir l'Argentine en foot. Il y a des histoires glorieuses. On vit des choses monumentales. Profitez-en. Profitez aussi de l'équipe féminine de basket, comme Alex l'a dit, parce qu'on s'est régalé sur les 2 premiers matchs des filles et on a hâte de suivre la suite du tournoi. Mais alors profitons-en. Demain, Australie en plus. Mais franchement, allons-y. Moi je sais une chose, c'est qu'elles vont jouer normalement en sérieux, quel que soit le score. Ça va se battre. En tout cas, c'est ce que nous ont montré lors des 2 premiers matchs. Sur les 2 premiers matchs, tout à fait. Et sur ce, messieurs dames, on va évidemment vous rappeler juste 2-3 petites choses. Je sais pas si on va les remercier faire une intervention. On va déjà remercier les gens du chat qui étaient là à fond, parce que vous avez été là à fond, cœur sur vous. Remercier évidemment mon cher Onlyax à la modération et Léonce le MVP qui a encore mis un setup de fou furieux pour qu'on puisse se régaler. On fait aussi une update, mon cher Alex, regarde ça si c'est pas beau, sur le tableau des médailles avec 11 médailles d'or pour la France. Il y a au moins des satisfactions dans cette journée de merde. Là, dans cette journée extraordinaire, mais c'est vrai que pour le basket ça a été dur en 3-3, en 5-5. 11 médailles d'or, 12 d'argent, 13 de bronze, 36 médailles au total. On est dans le rétroviseur des États-Unis et on est devant en total devant la Chine, si ça c'est pas incroyable. La France gère à fond. Le judo qui a ramené de la médaille aujourd'hui, le BMX qui nous en ramène 3, enfin c'était cool quoi. Tous les jours, une journée incroyable. On vous fait des bisous, on vous retrouve évidemment bientôt, si ça se trouve demain si vous êtes sage. Demain il y a du live. Et demain il y a du live. Donc on vous tiendra au courant de l'heure de prise d'antenne. Exactement, on fait des gros bisous, reposez-vous bien. Et on va continuer à soutenir l'équipe de France. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.